Sommes-nous en train de former dans nos universités des diplômés tricheurs? On peut se poser la question lorsqu'on consulte un sondage réalisé auprès de 15 000 étudiants canadiens qui révèle que la moitié d'entre eux ont triché au cours de la dernière année. Jamais tu t'es fait pincer. Non. Ils sont indétectables. Le phénomène est tellement répandu qu'il existe un marché mondial de vente de travaux universitaires. Enquête sur une situation inquiétante qui n'épargne aucune université, même les plus prestigieuses. Votre numéro de téléphone. Oui. J'ai un peu de difficulté au niveau des travaux pratiques. Puis Mustapha, il m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Est-ce que vous pouvez? Oui, je peux. Moi, je fais le TP, je vous le donne, vous le donnez au prof. Mais est-ce que vous en avez fait beaucoup avant? Oui, j'en ai fait. Puis à chaque fois, les gens se faisaient pas prendre. Non, ils se faisaient pas prendre. Je change 15$ la page. Les travaux de fin de session, 25$ de la page. Puis c'est des travaux entre 15 et 20 pages, donc entre 300 et 400 $. Donc, jamais tu t'es fait pincer. Non. J'ai toujours eu des super bonnes notes aussi. Là. Genre? Ah. Je n'ai jamais voulu que ça devienne aussi important. Il y a eu une demande. Les étudiants qui sont les clients ont créé cette entreprise parce qu'ils le voulaient bien, vous savez. On se dit qu'on doit tricher, en fait. Si j'ai les moyens de payer pour ce travail et que la note va améliorer mon résultat, je crois que je dois le faire. Vous l'avez payé combien? Ça fait environ 1 000 $? Ça existe. C'est quasiment mon quotidien. C'est-à-dire que les trimestres où ça n'arrive pas, où je prends pas la main dans le sac, là, un étudiant, sont très rares. Janvier 2008. Marie-Ève Maheu s'inscrit à l'UQAM à un cours d'informatique. Elle n'y connaît strictement rien. Ex-étudiante en journalisme, elle agira pour nous en tentant de s'infiltrer dans un réseau de tricherie à l'université. Il n'y a pas qu'à l'UQAM où, selon la rumeur, tricher dans les cours serait devenu endémique. Selon les données que nous avons compilées à partir de demandes d'accès à l'information, la situation ne serait pas mieux dans les 13 autres institutions universitaires québécoises. Tricher serait devenu un jeu d'enfant partout. Toutes les universités ont fourni leurs chiffres sur le plagiat. Toutes sauf l'Université du Québec à Montréal. Pourquoi donc ce silence? C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas l'ampleur au sens de la documentation exacte du nombre de cas. C'est exact. On avait suffisamment d'informations pour nous dire que ça existait. C'est donc à l'UQAM que nous avons décidé de mener notre enquête en faisant notre propre démonstration. Dès le début de la session, Marie-Ève apprend qu'elle doit faire un premier travail pratique. Elle n'a aucune idée comment s'y prendre. Un ami la réfère à un étudiant à la maîtrise qui vend des travaux faits sur mesure. Elle le contacte. Est-ce qu'il y a une chance que je me fasse attraper parce que ça me stresse un peu? J'ai jamais fait ça. La seule chance que vous avez de vous faire attraper, c'est que si vous allez le dire vous-même. Là. Donc, en gros, les chances sont pratiquement nulles. Vous faites faire votre TP par qui vous voulez, vous n'êtes pas suspendu pour ça. Mais est-ce que vous en avez fait beaucoup avant? Oui, j'en ai fait. J'en ai fait pour le cours de programmation 1, 2, 3 et bien d'autres cours. OK. Des démonstrateurs pour votre professeur. Je donnais les ateliers. OK. Votre professeur, c'est M. Barassi, n'est-ce pas? Marc Barassi, oui. Oui, je le connais bien. J'ai donné la démonstration pour lui. Marie-Ève prend rendez-vous pour la semaine suivante, le temps que son contact termine le travail. Ça lui coûtera 80 $. Londres, en Angleterre. Le problème de la tricherie est universel. Les sites de vente de travaux pullulent sur l'Internet, surtout en anglais. Nous prenons le train en direction d'un petit village près de Nottingham, dans le nord du pays. C'est là où se trouve le quartier général d'un des sites les plus consultés par les tricheurs, ukss.com.
À la tête de la compagnie, un jeune homme extravagant de 29 ans devenu millionnaire dans le temps de le dire. Son nom est Barclay Littlewood. C'est un hyperactif qui ne tient pas en place une seconde. Son ambition est démesurée. Le site UKSS.com est très controversé. Même Google lui interdit toute publicité sur le web. Barclay Littlewood n'accepte pas qu'on traite ses clients de tricheurs, puisqu'il leur conseille d'utiliser les travaux achetés comme un modèle et non de les remettre dans leur forme intégrale aux professeurs. Ces travaux universitaires sont vendus partout en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Soudain, le chiffre d'affaires s'est mis à gonfler d'année en année, de 30 à 40 % de croissance chaque année. Dans la grande maison de Barclay Littlewood, où sont ses bureaux, une vingtaine d'employés s'affairent à recevoir les demandes des étudiants. Ils ont pour tâche de leur trouver des spécialistes qui feront le travail à leur place. Ce sont en général d'ex-étudiants et même parfois des professeurs. Tout se fait par Internet. Il n'y a jamais de contact direct entre le spécialiste et le client. Nous disons aux clients que nous avons un expert à sa disposition s'ils ont de l'argent. Ils paient et 5 jours plus tard, ils reçoivent par courriel un travail 100% original, prêt à être utilisé. Vous leur garantissez qu'ils recevront un travail pratique fait sur mesure pour eux. Mais comment pouvez-vous savoir s'ils ne remettront pas ce travail directement à leurs professeurs? Nous contrôlons l'utilisation davantage que ne le fait un écrivain avec son livre ou l'auteur d'un site Web. N'importe qui peut lire votre livre, en copier des extraits et rendre la copie comme devoir. Vous n'avez aucun contrôle sur la personne qui lit votre matériel. Dans notre cas, nous pouvons dire au client « Oui, nous allons te le donner parce que tu n'as pas l'air d'un tricheur. » Retour à Londres pour rencontrer un étudiant en droit de l'Université de Londres. Paul Moss est l'un des rares à accepter de nous parler ouvertement du fait qu'il ait récemment acheté un travail de UKSS.com. Tout ce que j'ai fait, c'est d'inscrire mon nom sur le travail, le remettre et j'ai obtenu la note de passage. Donc, vous ne l'avez pas retravaillé? Non, Paul Moss a commandé un travail de 3000 mots. Ça lui a coûté 1000 $. Je n'avais qu'une semaine pour le faire et comme j'avais d'autres engagements, je n'avais pas de temps à consacrer à ce travail. Et c'est de bonne qualité? Oui, très bonne qualité. Quelle a été la note? 2.1. Un B, donc. Oui, un B. Et grâce à ça, vous avez réussi votre cours? Oui, j'ai réussi le cours. Donc, vous avez triché. C'est aujourd'hui que Marie-Ève doit rencontrer Didier pour la remise du travail qu'elle lui a commandé pour son cours d'informatique. La rencontre a lieu à la cafétéria du pavillon des sciences de l'UQAM. Nous avons filmé la transaction en caméra cachée. C'est important d'exécuter sur votre formation. OK. Comme ça, les coordonnées vont être sur à votre nom, le nom de votre ordinateur. C'était 80 $, je me trompe pas. Vous restez ici, vous, pour le moment? Je vais aller dans la salle de 4 heures et je dois aider quelqu'un à faire une programmation. OK. Je vais aller voir de quoi il s'agit. Je n'ai pas encore regardé. OK, vous devez l'aider pour le prochain qui s'en vient. En fait, je dois le faire. OK, l'aider. Ah, vous êtes en demande, Oui, oui. Armée de la clé USB contenant le travail commandé, Marie-Ève quitte l'université. Elle cherche un endroit à l'abri des regards indiscrets pour transférer le travail sur son ordinateur. En 2 temps, 3 mouvements, Marie-Ève copie le travail réalisé pour elle. Elle n'a qu'à y mettre son nom et son code permanent et le tour est joué. La voilà en possession d'un travail à 100% original, fait sur mesure pour elle et indétectable, puisqu'il ne s'agit pas de plagiat sur l'Internet. Là où on a plus de difficultés à identifier le phénomène, c'est lorsqu'ils font faire le travail par quelqu'un d'autre plutôt que d'utiliser un texte déjà publié. Là aussi, les étudiants se font prendre, parce que ceux qui vendent les textes, ils le font pour de l'argent. Et c'est rare qu'ils vont faire un seul texte vendu à une seule personne. Est-ce que tu l'as fait juste seulement pour une personne ou pour plus? OK.
La semaine suivante arrive le moment fatidique. Marie-Ève remet son travail pratique à son professeur, Marc Barassi. Je les cherche plus. Je les ai déjà cherchés. J'ai déjà fait la guerre, comme on a dit. Mais c'est beaucoup de temps à mettre. C'est énormément d'énergie à faire ça. À pas enseigner, en fait, qui est autre chose que de l'enseignement. Puis c'est pas très intéressant non plus de faire ça. Fait que quand je pince quelqu'un, tant pis pour lui, je dirais. Mais je les cherche plus maintenant. Au moment de la remise du travail, Marc Barassi ne sait pas encore que nous avons tout filmé en caméra cachée. Nous lui apprendrons plus tard. Les gens qui vendent des travaux ne sont pas là pour faire des travaux exclusifs. Et ils ne vendent pas des travaux exclusifs. Ce qui fait que les étudiants se font prendre quand ils achètent des travaux. Et c'est très sérieux ce que je dis, là. Une semaine plus tard, c'est la remise des travaux pratiques corrigée par le professeur. Marie-Ève récupère le sien. Sa note, 90 %. Didier avait vu juste. Indétectable. Après la pause, la tricherie, un commerce payant. Je charge 15 $ la page. Les travaux de fin de session, 25 $ de la page. En Grande-Bretagne, un récent sondage fait état d'un étudiant sur 10 qui a avoué chercher des sites Internet qui vendent des travaux. Dans toutes les universités du monde, on cherche désespérément des solutions pour atténuer le problème de la tricherie. Même les institutions les plus prestigieuses ne sont pas épargnées, comme Harvard aux États-Unis ou Oxford et Cambridge en Angleterre. Évidemment, ça se passe ici comme dans toute autre université. Je ne crois pas que la qualité de notre enseignement ou celle des étudiants admis signifie que ce genre de choses n'arrive pas ici. En fait, je ne pourrais pas affirmer que ça n'arrive pas aussi chez nous. Là où ça devient plus grave, c'est que des sites comme UKSS.com embauchent des professeurs ou des étudiants d'institutions reconnues pour rédiger les travaux qu'ils vendent, même ici, à Cambridge. Nous savons que certains de nos étudiants travaillent sans doute pour ces compagnies. Évidemment, on ne les surveille pas 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Et on n'approuve pas cette pratique qui donnerait mauvaise réputation à l'université. Mais en fait, les chances qu'on découvre des cas de vente de travaux à ces compagnies sont vraiment très minces. Au Québec, c'est à une échelle moindre que se font les échanges de travaux entre tricheurs. Je charge 15 $ la page. Les travaux de résumé de texte, de résumé de livre, ces trucs-là, à peu près 20 $. Puis les travaux de fin de session, 25 $ de la page. Puis c'est des travaux entre 15 et 20 pages, donc entre 300 et 400 $. Donc, jamais, jamais, jamais tu t'es fait pincer? Non. J'ai toujours eu des super bonnes notes aussi. Là. Genre? Ah. Ce qui est troublant, cependant, c'est de constater, comme l'a fait Marie-Ève, que souvent, ce sont des étudiants qui travaillent au cœur même de l'université qui offrent leurs services. En tout cas, je suis peut-être un petit peu en colère contre le système universitaire. Je me dis, c'est tellement facile de passer à travers les mailles de filet qui sont extrêmement larges. Je me dis, quelque part, aussi bien le faire, puis que ça empire jusqu'à un point où les gens se rendent compte à quel point c'est illusoire que l'université soit le berceau d'une élite intellectuelle, dans le fond. Quelqu'un de l'extérieur qui va t'écouter dirait, tu parles d'un type qui dénonce d'une part la faiblesse du système universitaire, oui. Puis en même temps, il y contribue. Ouais. Ouais. Un peu, entre guillemets, un crosseur. Ouais. Tu répondrais quoi? T'as raison. Oui. T'as probablement raison, mais j'ai pas l'intention d'en faire une carrière. J'aurais pas autre argument à lui dire pour défendre ma position. Ça dort bien, ça. On dort bien avec ça. Oui. On vit bien avec ça aussi. Oui. Ici, en Angleterre, comme au Québec, ceux qui trichent ou ceux qui en font le commerce ne semblent avoir aucun problème moral avec ça. Jennifer Wyss est une avocate qui ne pratique plus. Elle écrit à temps plein des travaux pour UKSS.com. Elle pense même rendre service aux étudiants. Êtes-vous à l'aise de travailler dans un milieu où on encourage la tricherie?
Je sais que les gens disent cela, mais selon moi, il s'agit plutôt d'une mauvaise utilisation. Oui, ce travail est susceptible d'être mal utilisé, mais c'est aussi le cas pour n'importe quel livre, journal ou contenu d'un site Web. Ce n'est pas une raison suffisante pour cesser d'écrire. Je crois qu'un étudiant peut vraiment bénéficier du travail que je fais pour lui s'il s'en sert adéquatement. Quand j'étais étudiant, il fallait lire un livre et apprendre à discerner les passages pertinents au travail à faire ou à la dissertation à rédiger. Mais il fallait le faire soi-même. On n'utilise pas un produit prêt à servir concocté par quelqu'un d'autre ou par une compagnie. Sinon, ce n'est pas la peine de fréquenter l'université. Combien de travaux avez-vous déjà achetés? C'est la première fois. Allez-vous le faire à nouveau? Si jamais j'en ai encore besoin, je vais sûrement faire appel à eux. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. J'irai sur le site Web pour passer ma commande et je remettrai le travail au professeur de la même manière. Essentially, plagiarism and cheating, buying essays even, is a case of it's devaluing education in the system as a whole. I mean, if someone is purchasing their essay, they're essentially buying themselves part of their degree. Plus troublant encore, souvent ce sont les parents qui payent l'achat des travaux à leurs enfants tricheurs. C'est du moins ce que révèle un sondage de UKSS.com mené auprès de sa clientèle. 4 étudiants sur 5 qui ont acheté un travail sur le site ont déclaré avoir eu une contribution financière de leurs parents pour le faire. Il y a des parents qui vous appellent pour acheter un travail qu'ils offrent à leurs enfants en cadeau, vraiment? Oui, ça arrive. On voit beaucoup de parents qui poussent leurs enfants à obtenir les meilleurs résultats possibles à l'université. Oui, souvent, la pression vient des parents. Le comble dans cette histoire, c'est que la tricherie contamine jusqu'aux étudiants de maîtrise et même du doctorat. Mais les travaux vendus ne sont pas donnés, entre 30 et 60 000 $ pour une thèse. Donc, vous vendez des travaux pratiques pour tous les niveaux, même des doctorats ou des maîtrises. Des doctorats, vraiment? Oui, même les doctorats. Vraiment? Oui. C'est un détenteur de doctorat qui l'écrit pour un étudiant au niveau du doctorat? Bien sûr. Est-ce que vous travaillez pour des étudiants inscrits au doctorat ou encore à la maîtrise? Oui, bien sûr. Même au niveau du doctorat? Personnellement, je ne fais pas de travaux de doctorat parce que je n'ai pas fait mon doctorat. Mais je fais des travaux de maîtrise parce que je possède une maîtrise. Le phénomène est similaire au Québec. C'est en tout cas ce qu'a pu constater Marie-Ève lors de la transaction entre elle et son vendeur. L'homme qui s'adresse à Didier est un acheteur inscrit à la maîtrise. Le gars qui est passé tantôt, là, OK, il venait me demander de... Il m'a fait demander de l'aider. Oui, il y a eu une augmentation depuis le début des années 2000 au niveau des études avancées. On a eu des assez gros cas, en fin de compte, au comité de discipline. À la maîtrise. Au doctorat? Au doctorat, on a eu... on a eu des fraudes au niveau des examens prédoctorats en tant que tel. À l'université, on triche lors de la rédaction des travaux, mais aussi aux examens. À l'UQAM, des professeurs de la Faculté des sciences ont découvert récemment des cas de substitution d'étudiants par d'autres personnes aux examens. Marie-Ève, qui doit subir un examen dans son cours d'informatique, a accepté de jouer le jeu jusqu'au bout. Elle se fera remplacer par une jeune femme que nous avons embauchée, qui n'a pas du tout la même allure physique, ni par la taille ou la couleur de ses yeux et de ses cheveux. C'est elle qui fera l'examen à sa place aujourd'hui. La veille, Marie-Ève a envoyé à cette jeune informaticienne professionnelle le contenu descriptif de l'examen. Marie-Ève remet à la jeune femme toutes ses cartes d'identité, y compris celle de l'UQAM où on y voit sa photo. Elle lui donne les instructions nécessaires ainsi que le lieu où se déroule l'examen. Nous suivons donc en caméra cachée cette jeune femme que nous appellerons Sophie et qui a bien voulu se prêter à l'exercice sans dévoiler cependant son identité. Sophie laissera pour toute la durée de l'examen la carte d'identité de Marie-Ève avec sa photo sur le coin de son bureau. Voici le local où Sophie fera l'examen à la place de Marie-Ève. Se fera-t-elle prendre?
Pas facile de pincer les tricheurs à l'université, encore moins d'établir des politiques efficaces pour contrer le phénomène. Doit-on imposer des sanctions plus sévères aux tricheurs, comme s'apprêtent à le faire certaines universités? Sophie, qui a remplacé Marie-Ève à son examen, est restée 1h45 dans ce local sans se faire prendre. Pourtant, il y avait 2 surveillants sur place pour vérifier l'identité des étudiants, en plus de Marc Barassi, le professeur, que l'on voit ici s'adresser à Sophie. Nous avons mis au courant Marc Barassi quelques jours plus tard. Comment vous expliquez qu'il a réussi à passer au travers des mailles du filet? Pour l'instant, je ne l'explique pas. Probablement, dans ce cas-là, si vraiment la personne, je crois ce que vous me dites, là, si la personne ne ressemblait vraiment pas, c'est un manque de vigilance, là, clair. C'est pas normal. Mais là, je suis surpris que quelqu'un qui ressemble vraiment pas, là, est passé. Nous l'avons aussi informé de la tricherie de son étudiante, Marie-Ève, qui a acheté son travail pratique et de son résultat de 90 %. Est-ce que vous vous sentez floué là-dedans? Ou... Non, étrangement, non, parce que je sais que ça existe. Je sais très bien que pour les X étudiants que je vais pincer, il y en a peut-être X au carré que je ne pincerai pas. Ils sont indétectables. Les achats de travaux, ça devrait être indétectable. Ils sont indétectables. Je veux dire, il n'y a rien à faire avec ça. Avec Internet, les nouvelles technologies, les sources d'inspiration sont multiples maintenant. Mais est-ce que la personne va pouvoir faire ça longtemps? Oui, c'est possible, mais le crime ne paie pas, semble-t-il. Vraiment, je suis pas sûr, là, mais je suis pas sûr qu'il y en a qui se rendent si loin que ça, de cette façon-là. Vous disiez que c'est quand même un professeur qui est assez vigilant en général. C'est quelqu'un qui prend au sérieux tout ce problème de plagiat, de tricherie, de substitution. Et pourtant, et on va vous le dire candidement, ça a été relativement facile. Si le travail a été fait selon exactement les exigences du professeur et qu'il ne ressemble à aucun autre travail dans le cours, c'est sûr que ça va être très difficile à détecter. Mais on ne pense pas qu'il y a un avenir à ça pour l'étudiant, parce qu'il ne peut pas faire ça tout le long de son bac de toute façon. Et également, pour l'achat des travaux, il y a des étudiants qui sont déjà fait prendre dans ce dossier-là à l'UQAM, à la Faculté des sciences. C'est pas agréable d'être obligé de faire la police, des fois même de jouer au père et à la mère. Mais assez vite, je me suis aperçu qu'il fallait le faire. Non, c'est pas intéressant, mais il faut que je fasse quelque chose pour enrayer ça à mon niveau. Puis quand j'en pince un, il faut qu'il soit puni pour ça. Je pense que oui, on devrait mettre des mesures plus dessous, en fait, des mesures plus sévères. Sécurité plus sévère. Oui, ça m'inquiète, pour répondre à votre question. Pour la valeur des diplômes. Absolument. Tout le monde sait que ça existe. Les vols d'identité, tout le monde sait que ça existe. Ce qu'on essaie de faire dans les universités, c'est de trouver les moyens d'arrêter le phénomène. Comme dans bien d'autres universités, l'UQAM est en train de réviser son règlement sur la tricherie. Elle veut que les sanctions soient plus sévères. C'est évident qu'on ne peut pas tolérer dans une université que des étudiants réussissent à passer à travers toutes leurs études avec des moyens que sont les moyens de tricherie ou de fraude. Alors ça nous amène à cette, vers cette destination qui est de sanctionner davantage. Simon Pépin-Tremblay, qui représente les étudiants au conseil d'administration de l'université, est contre le renforcement des sanctions imposées aux tricheurs. Qui n'est pas heurté devant la tricherie, là? C'est comme la vertu. C'est difficile de parler contre la vertu, c'est difficile d'aimer la tricherie. Mais une fois que ça c'est dit, quelle est la conjoncture qui fait que ça, c'est possible? Bien, il me semble que juste en regardant le plagiat et en trouvant ça bien scandaleux, on va pas vraiment loin dans notre réflexion sur c'est quoi le milieu universitaire qui permet ces écarts-là. Donc, selon vous, c'est une question de moyens avant? Bien entendu. Le cas du plagiat est pour moi un épiphénomène d'un contexte particulier à l'université
et à un sous-financement chronique de l'Université au Québec. C'est sûr que quand on augmente sans cesse le nombre d'étudiants par cours, et l'UQAM vient de le faire une nouvelle fois cette année en augmentant notre moyenne cible, bien, c'est sûr qu'à la fin, ça a des conséquences sur les relations que les profs et les élèves entretiennent. Et donc, les élèves se sentent des numéros. Les étudiants sont vraiment là, disent « Ah oui, je veux avoir la meilleure note possible, avoir le meilleur diplôme possible et parvenir à la fin de mon cheminement, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. » Et pour certains, ça veut dire tricher. Mais qui sont ces complices des tricheurs, ceux qui font le travail à leur place moyennant de l'argent? Quelles sont leurs motivations? D'un autre côté, tu regardes ce qui est fait à l'université, puis le peu de rigueur intellectuelle. Tu sais, je suis rentré à l'université en me disant, mais là, il y a beaucoup moins de gens épais qui sont à l'université qu'il y en avait au cégep. Puis dans le fond, tu te rends compte, surtout en faisant ça, que c'est absolument pas vrai, là, que d'un côté comme de l'autre, au niveau des élèves, il y a bien du monde qui sont super paresseux. Même principe au niveau des profs et au niveau des chargés de cours, il y a bien du monde qui ne se donne pas la peine de corriger les travaux. Donc pourquoi donner un effort? Mais ouais, c'est un peu par dépit, un peu par... je sais pas. C'est cynisme. Ouais. Par cynisme, mais par plaisir aussi, surtout quand il voit les notes des travaux qu'il fait pour ses clients, qu'ils viennent de l'UQAM, de l'Université de Montréal ou de McGill. C'est gratifiant là, d'avoir des A pour des travaux que, peu importe qu'on remet en son nom ou pas, là, quand tu dis que tu as bien fait une bonne job, t'es content. J'ai l'impression que c'est toi qui as eu là. Ouais. Mais la principale motivation de ceux qui vendent des travaux est évidemment l'argent. En Angleterre, Barclay Littlewood ne s'en cache pas. Et étrangement, il affirme qu'il veut en même temps faire la leçon aux universités. Qu'elles doivent changer le système, trop théorique selon lui, et pas assez pratique. De son village situé en pleine forêt de Sherwood, près de Nottingham, il finit par se prendre pour le Robin des Bois des étudiants. Il faut apprendre à lire, et je suis d'avis qu'il faut aussi accroître ses connaissances dans tous les secteurs. Mais il y a des hommes d'affaires dans ce pays qui ont nettement mieux réussi que moi et qui n'ont jamais lu. Ça aussi, c'est éloquent. Et ça signifie qu'il existe sur le marché énormément de connaissances pratiques que les universités devraient mettre à leur programme et enseigner aux étudiants. Mais qui êtes-vous pour faire la leçon à tout le monde, vouloir tout changer? Pour contredire des professeurs d'universités aussi importantes que Cambridge, d'Oxford ou encore Harvard? Qui êtes-vous donc? Honnêtement, modestement, je suis un gentleman qui a le privilège et la chance d'occuper le poste que j'occupe aujourd'hui. J'aurais certainement pu travailler dans une de ces universités si mon destin avait été différent. Je demande aux universités de changer, pour leur propre bien d'abord, puis pour celui des étudiants, des affaires et des pays. Il faut amorcer ce changement. À Cambridge, au lieu du savoir depuis le 13e siècle, on prend avec un grain de sel les conseils de M. Littlewood. Notre personnel enseignant, comme celui de la plupart des universités de Grande-Bretagne, est suffisamment compétent en matière d'éducation. Les professeurs se remettent en question constamment, ils connaissent bien les difficultés des étudiants et ils sont prêts à y faire face. Je ne crois pas que nous ayons besoin des conseils d'entreprises commerciales sur la manière d'enseigner à nos étudiants. Nous menons une enquête sur nos étudiants environ 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Et le taux de ceux qui n'ont pas trouvé de travail est infime, moins de 1 %. Dans le cas précis de cette université, nous ne voulons pas nous lancer dans une formation plus spécifique, plus pratique. Nous proposons un enseignement académique dans plusieurs matières et les employeurs en sont très satisfaits. Nous avons invité Barclay Littlewood, qui se plaint de ne pas être entendu par les universités, à venir rencontrer avec nous les dirigeants de Cambridge pour leur prodiguer ses conseils. Accepteriez-vous de débattre avec eux devant la caméra? 2 jours plus tard, nous étions à Cambridge. Barclay Littlewood ne s'y est jamais présenté. Nous désapprouvons les organismes qui vendent des travaux pratiques aux étudiants. C'est injuste pour ceux qui travaillent fort afin d'obtenir leur diplôme et c'est également mauvais pour les étudiants qui trichent. Le plagiat les empêche de bénéficier pleinement de l'expérience d'apprentissage que l'université peut leur offrir.
L'association regroupant les universités britanniques se méfie des prétentions de Barclay Littlewood. They made these essays as a model. Ils me disent qu'ils proposent ces travaux pratiques comme étant des modèles et avertissent les clients de ne pas les utiliser pour tricher. Je crois qu'il faut être bien naïf et bien crédule. Il est évident qu'ils veulent que leurs travaux pratiques servent à tricher, même s'ils conseillent de ne pas le faire. Pourquoi donc des étudiants achèteraient-ils de tels ouvrages si ce n'est pour tricher? Donc, comme je l'ai dit, c'est naïf, mais c'est aussi mauvais. C'est de la tricherie et il est important que les étudiants comprennent que l'université prend la tricherie très au sérieux et qu'il existe des procédures en place et que les sanctions seront très sévères. Si vous posez la question en termes absolus, des sanctions plus sévères amènent-elles une réduction des crimes? Écoutez, c'est un débat de juriste, ça se peut. Mais dans le cas précis qui nous occupe, moi, je vois aucun lien. Je pense que ça n'aura aucun effet pour les gens. Peut-être que le jour de l'annonce, il y a des gens qui vont avoir des palpitations puis qui vont trembler un peu, mais 2 mois plus tard, plus personne ne va s'en rappeler puis ça va être appliqué comme avant. La question, c'est est-ce qu'ils vont être capables, avec leurs méthodes, les nouvelles méthodes qu'ils mettent en place, d'attraper plus de gens? Là encore, j'en doute. Puis, si j'ai besoin d'aide pour mes autres TP, est-ce que vous êtes disponible? En attendant ces nouvelles méthodes, des gens comme Didier continuent de faire des affaires d'or auprès des étudiants. Reste à voir si les sanctions promises solutionneront un problème devenu universel. Donc, je vais vous donner des nouvelles si j'ai besoin d'aide encore. Merci. Merci. Après notre tournage à l'UQAM, nous avons offert à Didier de s'expliquer devant la caméra. Il a décliné notre invitation.